Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'histologie de la glande surrénale. La glande surrénale est un organe qui est pair et donc on a deux surrénales, droite et gauche, qui sont placées au niveau des pôles supérieurs des reins droit et gauche. Il faut savoir que la glande surrénale, elle comporte deux parties. Une partie qui est centrale qu'on appelle la médulaire ou bien aussi la médulo-surrénale et une partie en périphérie qu'on appelle la cortico-surrénale. Ces deux parties ont deux origines embryologiques qui sont tout à fait différentes. La médulo-surrénale, elle provient de la crête neurale et la cortico-surrénale, elle a une origine mésoblastique. Ce qu'on va voir dans cette partie, c'est essentiellement l'histologie de la cortico-surrénale qu'on va découvrir sur deux lames virtuelles. Donc voilà, j'aimerais commencer tout d'abord par cette première lame virtuelle dans laquelle on a à voir deux fragments, le premier qui est en bas et le deuxième qui est en haut, et les deux correspondent en fait à un parenchyme surrénalien. Alors la glande surrénale, c'est un organe qui est encapsulé, et là on a utilisé la coloration HES, donc c'est normal que je vais m'attendre à avoir une capsule qui est en périphérie avec une teinte un peu orange. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. C'est un tissu conjonctif sur lequel on aura à noter des éléments un peu fusiformes qui correspondent à des fibroblastes. À l'intérieur, ça veut dire au niveau du parenchyme de la surrénale, on a la présence de deux grandes zones qui sont d'aspect différents. On a au centre cette partie qui est un peu basophile, ça représente notre médulo-surrénale, et on voit très bien qu'elle est totalement entourée par une deuxième partie qui correspond à la cortico-surrénale. Alors si je passe maintenant à un plus fort grossissement au niveau de la partie corticale, on aura à voir là aussi la présence de différentes zones, et pour être plus précis, trois zones. Alors on a une première zone qui est éosinophile claire, qui est assez réduite en matière d'épaisseur. Il y a une deuxième zone qu'on va appeler la zone intermédiaire, parce qu'elle est située entre la zone externe qu'on vient de voir et la zone interne. Et puis, cette dernière, c'est la zone la plus proche par rapport à la médulaire et bien sûr la plus profonde parce qu'elle est la plus éloignée par rapport à l'extérieur de l'organe. Donc on va commencer tout d'abord par cette première zone qui est la zone externe. Alors quand on va passer à ce grossissement par exemple, on pourra apprécier cette organisation particulière des cellules. On voit très bien qu'elles sont organisées en amas qui sont un peu arrondis ou bien de forme sphérique si on parle structure tridimensionnelle. Et c'est un aspect qui rappelle un peu l'aspect de glomérule qu'on trouve au niveau du rein, d'où le nom amas glomérule-like. Et c'est pour ça qu'on appelait cette zone la zone glomérulaire. La zone glomérulaire, c'est une zone qui va assurer la sécrétion de minéralocorticoïdes, notamment l'aldostérone, et pour son épaisseur, elle représente 15% de la totalité de la cortico-surrénale. Alors, quand je vais observer maintenant les cellules qui forment ces amas, je vais noter que c'est des cellules qui sont dotées d'un cytoplasme éosinophile mais clair. Et cette clarté, elle est secondaire à la présence de plusieurs vacuoles qui sont claires. On voit ici par exemple un exemple d'une petite vacuole qui est bien arrondie, juste à côté une autre qui est là, une autre qui est là, une autre qui est là. Et cet aspect clair de vacuole, c'est ça qui va donner l'aspect éosinophile clair à cette couche. Et ceci est dû à la présence de lipides, parce que ces lipides sont en fait le précurseur des minéralocorticoïdes, et ces minéralocorticoïdes, notamment l'aldostérone, lui-même, c'est une hormone de nature lipidique, et donc c'est pour ça qu'on les appelle des stéroïdes. Voilà, on va noter également l'aspect bien arrondi ou grossièrement arrondi sur quelques cellules et la position également centrale de ces noyaux. Entre les amas de cellules sécrétrices, de cellules endocrines, on voit une richesse en éléments capillaires. Par exemple, à ce niveau, regardez, on a une lumière avec un aspect grossièrement éosinophile. C'est dû uniquement à la coloration, mais à ce niveau, on a la présence de globules rouges. Et puis, de part et d'autre, au niveau de la paroi, on a des cellules endothéliales qui sont allongées. Là, ça correspond à un capillaire sinusoïde. Là aussi la même chose, là aussi la même chose. Si on va se balader, on va trouver beaucoup d'exemples de ces capillaires. C'est normal, on est en train ici d'observer une glande endocrine et les glandes endocrines sont généralement connues pour leur richesse en capillaires sanguins. Voilà, donc c'était la première couche, puis après, quand je passe à la deuxième couche, qui est la couche intermédiaire, je vois une deuxième architecture, c'est une architecture qui est en cordon. On voit très bien cette disposition des différentes cellules en cordon qui sont
parallèles. Et puis, on estime que l'épaisseur de ces cordons, elle est faite de deux cellules qui sont contiguës. Par exemple, regardez, on a un cordon qui s'étend en épaisseur depuis cette région vers cette région, et ici, on peut mesurer, voilà que ce cordon, il a l'épaisseur de deux cellules. Donc la première qui est là, et la deuxième qui est là. À la différence des cellules qu'on a trouvées au niveau de la première zone, la zone la plus externe qui était la zone glomérulaire, cette zone qu'on va appeler cette fois la zone fasciculaire, c'est une zone qui est caractérisée par le volume important des cellules vu qu'elles sont beaucoup plus chargées en vacuoles lipidiques par rapport à la première zone. Cette charge beaucoup plus importante va expliquer également l'aspect beaucoup plus clair qui est déjà visible au faible grossissement comme ce qu'on est en train d'observer ici. Donc voilà, donc cette différence de teinte, ça marque en effet la transition entre les différentes zones. Donc on a commencé ici par ce qui est éosinophile, puis clair, et puis on va passer de nouveau à une teinte éosinophile au niveau de la couche la plus profonde. La zone intermédiaire, qu'on avait appelée la zone fasciculaire, elle va assurer la sécrétion de glucocorticoïdes, notamment le cortisol, mais également une quantité d'androgène. Je passe maintenant à la dernière couche qui est au contact, si on veut dire, avec la médulo-surrénale qu'on est en train d'observer au niveau de la partie inférieure. C'est une zone qui a également une architecture qui est différente. Elle est faite de cordons qui sont anastomosés. Ça forme comme résultat un réseau, d'où le nom de cette couche, et on va l'appeler la zone réticulaire. Alors ici, on voit très bien que la teinte du cytoplasme elle est totalement différente. On a une teinte qui est plutôt éosinophile, avec la présence de noyaux qui sont de forme arrondie et toujours en position centrale au niveau de la cellule. Alors cette zone, cette nouvelle zone qui est la zone réticulaire, elle va assurer la sécrétion d'androgènes et le plus souvent au niveau du cytoplasme, on aura observé des pigments. Alors on va essayer de les repérer maintenant parce que je pense qu'ils sont plus évidents sur le deuxième exemple qu'on va voir. On aura l'impression de voir des pigments qui sont un peu bruns ou bien dorés. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Là aussi, on pourra les voir. C'est des pigments de l'hypofuscine et leur présence, elle est tout à fait normale au niveau de cette couche réticulaire. Donc c'était les trois couches. Voilà, j'aimerais vous les montrer avec une deuxième coloration, qui est la coloration HE, sans utilisation du safran, sur ce deuxième prélèvement. Alors on va essayer d'agrandir, et là on voit la même chose, ça veut dire notre glande surrénalienne qui est bien encapsulée par la capsule en périphérie. Le centre, il est marqué par la présence de la médulo-surrénale, et puis tout autour on a la cortico-surrénale. On va essayer d'agrandir au niveau d'une région de la cortico-surrénale, et puis à ce niveau on a de nouveau la présence de trois zones. Alors ici c'est un peu difficile de distinguer entre la partie glomérulaire et fasciculaire, mais on peut distinguer entre les deux grâce à la différence d'architecture. Alors on a la partie la plus superficielle, là on a une organisation un peu en structures qui sont sphériques, qu'on avait appelé des amas glomérules-like, des structures qui sont assez arrondies. Ça correspond à la zone glomérulaire, et donc on voit également la teinte un peu éosinophile, mais claire des cellules avec la position centrale des noyaux. Tout ça, c'est la zone glomérulaire. Puis après, on va descendre un peu plus profondément. On voit que l'architecture, elle est modifiée. On voit plutôt des cordons qui sont parallèles les uns aux autres et qui sont faits de cellules beaucoup plus volumineuses avec une richesse plus importante en vacuoles lipidiques. Alors les vacuoles lipidiques au niveau de la partie ou bien la zone fasciculaire, elles peuvent être tellement nombreuses qu'elles vont causer une compression au niveau du noyau. Et donc, au lieu d'avoir des noyaux qui sont bien arrondis comme celui-là, on aura des noyaux qui sont un peu encochés. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on a une compression des contours de ce noyau par l'intermédiaire de ces vacuoles lipidiques. Alors, entre les cordons, on peut observer quelques lumières avec plusieurs globules rouges qui sont présents, ça correspond à un capillaire sinusoïde. Et les capillaires au niveau de cette zone intermédiaire, c'est des capillaires qui vont avoir une direction parallèle au cordon cellulaire. Ils peuvent être bien visibles, comme par exemple à ce niveau, avec la lumière qui est bien ouverte, avec les globules rouges qui sont en train de passer, comme ce qu'on est en train d'observer ici. On voit également des cellules endothéliales de ces capillaires, mais parfois aussi, on peut les observer un peu collabées, et donc on va voir uniquement les cellules endothéliales sans une vraie lumière qui est visible. Après cette zone, on a la dernière qui est la plus profonde qui correspond à la zone réticulaire. C'est une zone que je peux déterminer vue
le changement et les modifications de la teinte du cytoplasme, on a un cytoplasme maintenant qui est plutôt éosinophile. Et au niveau de cet exemple, comme je vous l'avais dit, c'était un exemple qui montrait plus les dépôts de pigments de l'hypofuscine. Regardez bien ces pigments qui sont assez fins, avec une teinte qui est brun foncé ici, mais elles peuvent également avoir une teinte qui est dorée. Voilà, on les voit disposés au niveau du cytoplasme, autour du noyau, au niveau des différentes cellules de cette couche. Donc on a ici au niveau de la couche réticulaire. Et puis, bien sûr, c'est la couche qui va être la plus profondément située et qui va être en contact avec les éléments de la médullo-surrénale. Donc on arrive comme ça à la fin des lames virtuelles. J'aimerais passer rapidement à la présentation. Donc on a vu la cortico-surrénale. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les lames virtuelles. Macroscopiquement, les deux glandes surrénaliennes, c'est des organes rétropéritonéaux et qui sont situés de façon supérieure et aussi médiale par rapport au pôle supérieur du rein. L'origine, elle est mésoblastique pour la cortico-surrénale, mais la médullo-surrénale, elle a une origine qui est différente, elle provient de la crête neurale. La surrénale droite, elle a une forme pyramidale, alors qu'on a une forme de croissant pour celle de la gauche. Microscopiquement, on a apprécié le tissu conjonctif qui formait la capsule. C'était également le lieu de pénétration des vaisseaux sanguins afférents, ça veut dire sous forme d'artères, qui vont se bifurquer pour nous donner les différents capillaires sinusoïdes qu'on avait observés et qui vont se distribuer par la suite au cortex et à la médulaire. La partie corticale qu'on a vue avec détail dans cette partie, c'est une partie qui va produire les hormones stéroïdes et elle est faite de 3 couches. La couche la plus externe, c'est la zone glomérulaire, on l'a appelée ainsi parce qu'elle comporte cette architecture, ces amas glomérules-like, c'est la plus externe. Elle sécrète les minéralocorticoïdes, notamment l'aldostérone, et elle représente 15% de la cortico-surrénale. Les noyaux des cellules, ils sont en position centrale, et puis le cytoplasme, il est éosinophile clair avec peu de vacuoles par rapport à la couche qui va suivre. La zone fasciculaire, qui est faite de cordons qui sont parallèles, c'est une zone intermédiaire qui va assurer la sécrétion de cortisol, ça veut dire les glucocorticoïdes, mais aussi d'androgènes. Elle représente 80%, comme on l'a vu, c'est la plus représentée au niveau de la cortico-surrénale. Elle est faite de cordons qui sont parallèles, et puis les noyaux, ils sont centraux au niveau des cellules sécrétrices, et avec un cytoplasme spumeux, ça donne un peu l'aspect de cellules spongiocitaires qui rappelle un peu ce qu'on voit sur une glande sébacée. La zone réticulaire, elle a pris son nom vu cette architecture tridimensionnelle en réseau. C'est la plus interne, ça veut dire la plus profonde au niveau de la cortico-surrénale. Elle assure la sécrétion des précurseurs de la testostérone, représente 7% des éléments de la cortico-surrénale. Elle est faite de cordons anastomotiques. Les cellules présentent un cytoplasme éosinophile avec un noyau central. Les pigments de l'hypofuscine sont souvent observés et c'est une observation qui est tout à fait normale, comme ce qu'on a vu surtout sur le deuxième cas. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.